Eh bien, moi, je dis, cette grande pyramide, comme énormément d'édifices sur la Terre, ce sont des constructions qui ne sont pas liées à la mentalité de l'homme actuel. Je ne dis pas c'est pas l'homme qui n'a pas fait ça, je dis c'est pas cette mentalité. Et moi, j'appelle ça des métamachines, parce qu'en réalité, cette grande pyramide, j'ai montré une face de sa qualité de métamachine, c'est sa qualité d'horloge temporelle, astronomique littéralement. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai évoqué ça plusieurs fois en disant, à l'est, le soleil se lève, il est froid, ou quasiment froid. Très peu de chaleur arrive, mais la pyramide à sa base est large, donc elle assimile de la chaleur. Et le soleil va s'élever, et plus il va s'élever, plus il va être chaud. Mais plus la pyramide va en s'étrécissant, donc il y a un gradient de chaleur très mesuré. Et ce gradient, il fait dilater le calcaire qui constitue pour l'essentiel cette grande pyramide. Et ce calcaire va faire pression sur la chambre haute qui, elle, est en granit. Et le granit, il est constitué de mica, de feldspath et de quartz. Or, le quartz, quand il est soumis à n'importe quelle pression ou torsion mécanique, il produit de la piézoélectricité. Pour moi, c'est ça, c'est l'une des fonctions. Et j'en ai découvert 8. Dans ce film, La révélation des pyramides, je n'ai pas vraiment insisté sur le caractère de machine. Simplement, j'ai montré qu'il y avait une fonction, celle d'horloge, horloge précessionnelle. Maintenant, du point de vue de la machine, la chose est beaucoup plus simple à expliquer que dans les ouvrages spécialisés. Ainsi, tous les jours, le Soleil fait augmenter de volume la masse de la grande pyramide à cause de la chaleur. Et ce, de manière très particulière, puisque le Soleil se lève à l'est, du côté donc de la face est, qui est large, là où, et au moment où le Soleil se lève, à l'horizon, et donc engrange une quantité de chaleur. Mais plus le Soleil s'élève et plus il est chaud, moins il y a de surface, puisque la pyramide s'élève en pointe. La conséquence, c'est qu'il y a une élévation extrêmement progressive de la chaleur et par conséquent de la dilatation, qui est à son maximum au zénith et qui va redescendre après le passage au zénith. Et quel est l'intérêt de cette dilatation? C'est qu'elle occasionne d'abord un changement de dimension, ce qui fait que toutes les dimensions qui ont été prises sont fausses pour cette raison, à moins d'avoir noté l'heure et l'orientation par rapport au Soleil, d'une part, et d'autre part, cette dilatation engendre une pression, et la pression s'exerce sur la chambre haute qui, elle, est de granit. Deux choses à observer. D'une part, la masse volumique du calcaire, 2,5 tonnes à 2,6 tonnes par mètre cube, est la même que celle du granit, lui aussi, 2,5 tonnes à 2,6 tonnes de masse par mètre cube. Première curiosité, avoir choisi deux matériaux, un qui est plutôt très facile à dilater, mais qui n'a pas d'autre qualité, si je puis dire, et l'autre, au contraire, savoir le granit, qui a cette particularité, lorsqu'on le presse, lorsqu'on le tord, on l'écrase, il produit un courant électrique, ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Par parenthèse, c'est sur cet effet notamment que le prix Nobel de physique avait été attribué au dénommé Albert Einstein. Donc cet effet piézoélectrique fait que tous les jours, un même gradient de pression occasionne la même sortie, si je puis dire, des murs de la chambre haute, d'une ondulation électrique remarquable à plusieurs points de vue, parce que les parois sont parfaitement verticales et horizontales, et la pression va se faire de manière géométrique, d'abord paroi est, ensuite le plafond, et ensuite paroi ouest. Donc cette rythmique en 3 étapes va être mise à profit par ceux qui savaient se servir de cette pyramide à l'époque où on s'en servait. Maintenant, on ne peut plus s'en servir parce que le revêtement a été effondré, notamment et en particulier par des séismes de très grande ampleur, dont un au XIIIe siècle qui avait littéralement rasé le Caire, et les Kérotes étaient venus s'approvisionner en grosses pierres immédiatement auprès de la pyramide, n'hésitant pas à en faire tomber d'ailleurs quand c'était possible. On voit d'ailleurs à l'est de la pyramide la fracture au sol qui se retrouve littéralement identique, mais en plus petit, dans la chambre haute. Même orientation, même importance, etc. Donc à quoi servait cette électricité, somme toute statique? Eh bien à être organisée en sa structure.
Et donc la structure ondulatoire allait être mise en relation proportionnelle avec la chambre haute. Et non seulement cette mise en relation avec la chambre était importante, mais par ce biais-là, on pouvait en faire une onde stationnaire d'une part et la moduler par la voix, c'est-à-dire, curieusement, mettre en efficacité une énergie électrique avec une énergie vocale, c'est-à-dire mécanique. Cela en faisant vibrer les murs à des fréquences reconnues. La manière d'utiliser cette énergie, après, ressemble tellement à la réfraction d'un pinceau lumineux dans un dièdre de quartz, et la structure de la pyramide permet d'inférer cette chose avec tellement de force qu'il y a lieu de croire que la grande pyramide est aussi un outil de séparation des ondes, c'est-à-dire qui permet de, en quelque sorte, faire comme pour la lumière lorsqu'elle passe à travers un triangle de quartz. Et cette fonction, je pense, a été mise à profit. Ça permettait d'utiliser certaines énergies plutôt que d'autres, etc., en permanence. On attrape une énergie mécanique, celle du soleil qui fait enfler la pierre et engendre des pressions, et on la transforme en différentes qualités d'énergie pour mettre en œuvre différentes qualités d'outils. Voilà. Oui, on a ça avec les trous, parce qu'on trouve des trous dans le granit. Et c'est des trous qui sont très curieux, pour en avoir parlé à pas mal de professionnels. C'est des trous qui sont coniques, c'est des trous qui ont une petite spirale à l'intérieur, et donc qui sont supposés avoir été faits par des tubes. Alors bon, bah là, les Égyptiens ont fabriqué des tubes de cuivre, et ils se seraient servis de poudre abrasive. Alors que les expériences qui ont été faites, ils prennent du corindon, qui est une poudre de corindon, une pierre très très dure, mais il n'y en a pas en Égypte. Donc il faut connaître le corindon, il faut le prendre, il faut le broyer, il faut savoir. Enfin bon, bref. Flinders Petrie voilà. en avait déjà parlé en 1880 et il dit « Je ne vois pas d'autre moyen pour faire cela qu'utiliser le diamant. Mais il y a quelque chose qui gêne, il n'y a pas de diamant en Égypte. » Donc pas de corindon, pas de diamant, mais bon, bref, on peut, avec du sable, on prend un tube de cuivre, et puis en tournant quelque chose dessus, on obtient avec le temps, un cône. Voilà. Un cône. C'est alors là, non, c'est Oui. ce qu'on Oui, ce qui on est vrai. n'obtient pas de cône. Non, on peut pas obtenir de cône. Mais bon, eux, quand ils font leur expérience, ils se gardent bien de dire que les trous sont coniques. Et ils font un carottage et ils obtiennent effectivement une carotte, ils la cassent et puis ils montrent et disent, bah voilà, on a résolu le mystère. Seulement, quand on regarde l'intérieur de ces trous faits dans le granit à notre époque, ils n'ont rien à voir avec les trous qui sont faits, qu'on trouve sur les sites égyptiens. Rien à voir du tout. Ils n'ont pas les spirales à l'intérieur, ils n'ont pas cette forme conique. Donc du coup, c'est pas nécessairement la même méthode. Et au contraire, plus on l'analyse, la Flinders Petrie dont parle Jacques disait déjà que c'était un sillon spiralé qui s'enfonçait très lentement, et ça voulait dire un outil qui tournait très 6 lentement. tours pour creuser de 2 cm 50. 6 tours. Ça veut dire, il disait, il y a une pression de plus de 3 tonnes dans un couloir de moins de 60 cm de large. Comment on fait ça? Parce qu'encore, on est dans des choses, alors on peut même pas imaginer, même si aujourd'hui on pensait à des outils portatifs, électriques, admettons, on raisonne librement, ils ont de l'énergie, etc. Quel outil permet dans un espace aussi réduit d'aller pouvoir creuser un truc comme ça avec autant de puissance? Mais aujourd'hui, quand on fait un trou comme ça dans le mur, on est obligé de fixer la machine, de la river sur la paroi. Et puis après, derrière, on va tourner très très vite avec de l'eau, etc. Donc c'est pas du tout la même manière de travailler. Et le résultat est pas du tout le même. Et donc là, bah voilà, affaire classée, il y a un gars qui fait un petit truc. Et puis il dit, ça y est, on a résolu le problème, et puis on a trouvé, donc passons à autre chose. Mais l'opinion de Christopher Dunn est sympa. Il dit, il n'y a pas d'autre technologie connue actuellement qui se rapproche de cela, sinon des trains d'ondes, des sons pilotés par des micro-ondes. C'est bizarre comme technologie à cette époque-là en Égypte. À propos de Édouard Leeds-Kalnin et de son château de corail, et on se demande si ça a été fabriqué de la même façon.
Alors là encore, on n'a pas abordé dans ce film les problèmes de la construction, qui sont des problèmes liés à ce que je viens d'expliquer, savoir il faut d'abord percevoir clairement la pensée des gens qui ont constitué en quelque sorte ce projet invraisemblable, puisque premier essai, première réussite parfaite. Des gens qui n'ont peur de rien, puisqu'ils reproduisent ça en Chine, mais en pierre et anglaise, enfin, au Mexique, en moellon, enfin bon, rien ne leur fait peur. Et donc, la manière dont Edward Leskoldin s'y est pris, c'est une des possibilités, et j'éclairerai là-dessus dans un opus qui sera consacré pour l'essentiel quelles sont les technologies mises en œuvre. Et simplement, je dirais que ceux qui cherchent bien dans ce domaine trouveront relativement aisément, pourvu qu'ils ne suivent que leur propre chemin. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, Tesla, Tesla », mais il ne faut pas regarder Tesla, il faut regarder comment sont faits ces projets, ceux qu'il a déposés comme brevets. Rien que cela, regarder, les méditer, faire des rapprochements, rien que cela, ça suffirait. Encoches dans les pierres, comme s'il y avait eu des scies circulaires qui avaient fait des trucs super nets en fait dans la roche comme ça. Et aujourd'hui, enfin, il faut vraiment des trucs au laser ou des trucs hyper avec des matériaux incroyables pour arriver à faire des saignées comme ça dans la roche. Je vais juste dire un mot, c'est que je suis allé visiter des sociétés qui découpent du granit, dont une des plus grosses sociétés qui découpe le granit en France et qui travaille qui est en Bretagne, qui travaille avec des énormes scies qui sont avec des particules de diamant. Ben c'est ça, il faut du diamant, des choses comme ça. Mais ce que ça découpe, là, ça découpe avec une perfection, c'est-à-dire que c'est totalement lisse et plat. Or, ce qu'on observe sur place, que ce soit en Égypte, au Pérou ou à l'île de Pâques, c'est pas ça. On n'a pas du tout l'impression qu'on a utilisé une grosse scie qui aurait découpé bien droit, puisque la plupart du temps ce sont soit des courbes, soit des angles, soit des surfaces qui sont vrillées et qui se répondent. Donc moi c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à me prononcer, et j'avais dit d'ailleurs dans la dernière émission que Christopher Dunn, qui a étudié les statues de Luxor et la symétrie des statues de Luxor, s'est rendu compte que la surface de ces pierres-là était granuleuse. Et il n'arrive pas à comprendre comment on peut atteindre une telle symétrie avec une surface granuleuse, alors que normalement, si c'était fait par abrasion, ça devrait être lisse.
Donc là, moi, je peux pas me prononcer. À côté de ça, dans le film aussi, on voit que les gaines les gaines de travaux, c'est-à-dire où les gens passaient pour faire les trucs, il y a comme si ça avait été en fait foré avec une machine. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi. Enfin, moi, je me pose la question. Je vois cette gaine et il y a des dents. Enfin, il y a des stries de parfait. On a la sensation que ça a été foré, quoi. Même pire, on a l'impression. Voilà, on a l'impression que c'est une impression. Hein, donc alors c'est simplement, moi je regarde et je donne ça. Je suis réalisateur. Voilà, je vois des choses. Je donne mon impression. On a l'impression que c'était un matériau tendre, alors que c'est du granit, et qu'on l'a découpé avec une énorme. C'est comme si on prend un morceau d'argile et avec une petite cuillère et qu'on s'amuse à découper quelque chose. On a cette impression-là qui est. Alors il y en a qui vont vouloir m'étriper. Je suis pas scientifique. Moi, je constate et je regarde. Et c'est vraiment. Il y a vraiment un paradoxe. Il y a vraiment un paradoxe là-dedans dans ces découpes. Sur la chaussée de ce qui est dit de basalte. Alors en fait, c'est pas du basalte, c'est de l'amphibolite. Ça a l'air de rien. C'est un détail que je donne, mais c'est pour montrer que quand les géologues viennent, ils identifient clairement les pierres. Cette chaussée, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est de dire mais comment vous pouvez être sûr que ça n'a pas été fait il y a 40 ans ou il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont essayé de démonter les pierres, de les découper, etc. Ces constatations ont été reportées, tout comme les trous de granit, dans des ouvrages qui ont plus de 100 ans. Et des ouvrages qui ont présenté tout ça, même sur la mission. Alors, dans le livre qui n'aura toujours pas le plaisir de paraître cette fin d'année, du fait de la présence d'un Gollum, je donne des textes datés de 1880-1890 qui sont de Matthew Flinders Petrie, qui est le premier archéologue égyptologue caractère scientifique, et lui il donne littéralement son sentiment de scientifique, et il arrive à une impossibilité matérielle de faire des choses aussi précises et aussi extrêmes. Il donne des exemples, il dit on a du silex, c'est-à-dire c'est une variété de verre, le silex, techniquement parlant, c'est extrêmement difficile à travailler, et il dit c'est taillé avec une finesse que l'on croirait voir la surface d'une pièce. Et le problème, c'est qu'entre les caractères, parce qu'il y a en plus des hiéroglyphes, après en parler, il y a des caractères, et l'espace entre les caractères est tellement fin qu'on se demande avec quel matériau on peut faire un truc pareil. Et il dit, il y a un seul matériau sur la Terre qui serait assez dur pour faire cela, c'est le diamant. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout en Égypte. Donc ça, il pose de vrais problèmes. En ce qui concerne surtout, il en fallait un paquet, j'imagine. Pas seulement, c'est qu'il montre que dans des couloirs qui ont 60 cm de large, une paroi granitique a été littéralement sculptée, mais il dit on voit des traces d'outils, et si on analyse, on voit que la pierre a été percée à raison de 1 pouce tous les 6 tours. Et que pour réaliser cela, il faut entre 3 tonnes et 3 tonnes 800 de pression dans un couloir de 60 cm de large. 1 pouce en centimètres. Voilà, c'est 2,54 cm. Donc on voit pas technologiquement. C'est pour ça d'ailleurs que Christopher Dunn, qui est un type extrêmement pointu du point de vue de la technologie, dont le métier absolu c'est la précision, il a évoqué des modalités de sculpture totalement délirantes. Il dit il faut avoir des scies pour faire les trous qu'on voit, il faut avoir des scies de 4 à 5 mètres de diamètre. C'est ça qui est fou. Et ben voilà, il faut avoir des marteaux à percussion et de cet ordre-là, ou à ultrasons.
Il y a une question, pourriez-vous apporter des précisions sur les méthodes de conception des bijoux, objets en or, etc. Est-ce que c'était possible à l'époque, en tout cas voilà. Je vois venir la question. C'est-à-dire, en effet, on a découvert des objets métalliques qui étaient rendus littéralement éternels par la présence d'une couche d'or. Et la couche d'or est tellement fine qu'on ne peut supposer qu'une action électrochimique, c'est-à-dire un dépôt de tout cela, tranquille, etc., ce qui suppose des piles au minimum. Actuellement, on n'a pas besoin de se casser trop la tête pour faire une pile d'1,5 volt. On prend une pomme de terre, un fruit, et c'est son acidité, le différentiel électrique qui va créer ce courant-là. Et on peut, grâce à l'électrolyse, faire un dépôt, mais on va peut-être mettre 6 mois là où on le fait en 6 heures en laboratoire. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu la connaissance de l'électricité. Elle est témoignée à toutes les époques, soyons clairs. Avec le petit maillet, la petite boule, hein.